Bonjour tout le monde, je dois vous avouer que je suis heureux qu'il y ait des gens debout. Parce que pendant un moment, nous étions avec une certaine inquiétude de savoir s'il y aurait du monde pour pouvoir exprimer haut et fort les difficultés qui sont les nôtres dans les associations. Il y a un véritable problème qu'on a appelé la crise des métiers de l'humain, parce que des hommes, des femmes qui aujourd'hui sont engagés soit dans la gouvernance, soit qui sont salariés dans les associations, vivent un moment où ils ont l'impression de ne pas être reconnus, de ne pas être pris à la hauteur de ce qu'ils ont comme métier ou comme engagement. Donc on a voulu, dans un premier temps, c'était plutôt le social, on s'était mis ensemble autour de la table, et puis avec les fédérations, on a dit que ce serait bien qu'on élargisse au médico-social, parce que c'est la même difficulté. Et donc voilà, le résultat, nous sommes tous ensemble. Un grand merci. Merci à ceux et celles qui ont des plannings tellement chargés, parce que la politique prend beaucoup de temps. Et il faut réfléchir dans bien des endroits, et qui donnent du temps ce matin, ou ceux qui nous ont mis des mots pour nous dire « Vous inquiétez pas, on est là, venez nous voir et on essaiera de comprendre exactement la difficulté qui est la vôtre. » Peut-être simplement le petit parallèle, c'est de regarder ce qui s'est passé dans le sanitaire, ou ce qui se passe dans le sanitaire, et de se dire est-ce que nous, aujourd'hui, dans le social et médico-social, nous ne sommes pas dans cette difficulté-là. Et demain, et on est dans une école ici de travailleurs sociaux, nous avons des sacrées questions quant à l'attractivité de nos secteurs. Merci. Vous pouvez donner le micro à Monsieur Ossoulier. C'était Thibaut Daméco, président de la Prémisse. Monsieur Ossoulier, président du conseil départemental, cette question, c'est un enjeu qui vous motive énormément, pour lequel vous êtes vraiment très engagé. Je suis engagé parce que celles et ceux dont on s'occupe méritent cet engagement. À l'évidence, aujourd'hui, si on traite pan par pan, comme l'a fait le gouvernement, le Ségur, on s'aperçoit qu'au final, on fait beaucoup de déçus, beaucoup de gens qui sont à la peine et qui quelquefois se disent qu'ils ont été oubliés, et à juste titre. On ne comprend pas très bien quelquefois la méthode qui a été celle qui a été poursuivie par le gouvernement, et je m'en suis ouvert au gouvernement. J'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs fois les ministres de l'ancien gouvernement, dernièrement encore Jean-Christophe Combe à Nantes. C'est vrai que ça oblige quelquefois à être un peu sur tous les fronts, et si aujourd'hui je suis ici avec vous, c'est parce que bien sûr que le président de la Somme, il est peut-être engagé au niveau national parce qu'on m'a donné quelques responsabilités sur l'autonomie et le handicap, mais c'est bien ma place d'être à vos côtés pour vous dire, en tout cas, la grande ouverture du conseil départemental, et je parle sous le contrôle de quelques collègues qui sont ici, mon vice-président en charge de l'insertion, ma vice-présidente en charge de la culture, mais c'est son canton, donc elle est un peu à domicile, elle a cette chance d'être dans ce beau canton. On a vraiment le sentiment que nous, dès lors qu'on sentait les choses, très sincèrement, quand les choses sont apparues, entre le sanitaire, plus le médico-social, plus aujourd'hui le social, qui est en souffrance, on s'était dit, cette belle idée de revalorisation qui était inédite, qui était absolument exceptionnelle, il faut aussi savoir le reconnaître, eh bien, c'était en train de capoter ou de se retourner, parce que précisément, on avait oublié un grand nombre de collaborateurs, peut-être par méconnaissance aussi de ces sujets-là. Et moi, pour en avoir parlé très simplement avec Sophie Cluzel, quand elle était en responsabilité du handicap, toutes ces créations juridiques, toutes ces bonnes volontés apparentes, elles sont apparues à un moment où le gouvernement était un peu en flottement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une période où il n'y avait plus de gouvernement, pendant presque un mois, on n'avait plus qu'un Premier ministre en France. Eh bien, c'est au moment où tout ça s'est élaboré. C'est une grave erreur de faire confiance à l'administration centrale, à l'évidence. Et je pense que l'intérêt aujourd'hui d'être en dialogue avec les conseils départementaux, un peu partout, qui ne sont pas non plus dans une situation simple. Il n'y a pas de collectivité territoriale aujourd'hui en situation facile. Parce que, je l'ai redit à Jean-Christophe Combe il n'y a pas très longtemps,
quelle est la folie en termes de conception d'avoir des collectivités qui ont des dépenses qui sont toniques, voire même très dynamiques pour certaines, et à côté de ça, pas de recettes dynamiques. C'est-à-dire qu'on est dans un système où nous vivons, Conseil régional des Hauts-de-France, et je salue la vice-présidente en charge notamment de la santé, mais je sais que ça demande d'autres responsabilités, tu m'excuseras Anne, pour ne pas couvrir complètement le champ qui est le tien. Eh bien, nous ne sommes en fait que dépositaires d'une partie d'argent qu'on nous confie, et en l'espèce souvent c'est la TVA, des parts de TVA qui sont capées, et aujourd'hui on nous dit, bah non mais suivez le chemin, faites en sorte de suivre le mouvement, et dernièrement encore, le ministre Combes, pour ceux qui étaient à Nantes, et c'est vrai que j'avais une grande joie à y aller, le ministre a menti. Je n'ai pas voulu polémiquer avec lui. Et quand il nous dit que les recettes des départements vont être alignées sur les dépenses qui vont être mises à leur charge, c'est faux. D'ailleurs, c'est tellement faux qu'il suffit de regarder le projet de loi de finances et de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour l'État pour 2023. Nous n'avons pas de dotations qui vont être en relation avec la dynamique des dépenses. Donc aujourd'hui, on a fait, je pense que celles et ceux qui regardent un peu le champ qui était le nôtre, on l'a fait même quelquefois avant même que les textes ne sortent, en prévision, parce qu'on disait de toute façon, on sait qu'on va y passer. Pour ça, on était plutôt, je dirais, précautionneux. Et je remercie les services qui m'avaient alerté dès le départ. Et puis, aujourd'hui, il y a le sujet, par exemple, touchant du social, parce que là, c'est une autre difficulté, parce que quelquefois, on est, nous, directement employeurs, ou on est, par délégation, financeurs. Là, on est plus sur du financement d'associations qui fait que, c'est-à-dire qu'on est un peu avec un paravent qui est un peu compliqué, parce que on pourrait se dire, d'ailleurs, que c'est, par parallélisme des formes, c'est un peu le même système que quand on finance des postes dans une association, mais là, qui sont plus fléchés conseil départemental. Donc c'est très technique. Il y a un sujet, il faut qu'on se mette autour de la table, parce que moi je ne peux pas prendre d'initiative particulière, en tout cas au nom des départements de France. Je suis, pas du tout mandaté pour ça. Deux, il faut qu'on regarde ce que ça représente comme nombre d'emplois. Vous avez vous-même aussi, dans un certain nombre d'associations, vos relations avec l'État, avec des postes qui veulent être partagés, avec des missions qui ne sont pas à couvrir, en tout cas par le département. Le département ne va pas venir tout de même en aide de l'État. C'est à l'État de couvrir au moins son risque, et pas au conseil départemental. Je crois qu'on a déjà fait notre part sur un centre de métiers. Moi, je suis ouvert à la discussion, et vous savez, à chaque fois que j'ai pu porter, en tout cas, un message vis-à-vis de l'État, je l'ai fait, au plus haut niveau. Quand j'ai eu l'occasion de croiser la Première ministre, ça faisait partie des discussions que j'ai eu l'occasion d'aborder un moment entre la poire et le fromage, parce qu'il se trouve qu'on a déjeuné ensemble, et donc j'avais l'occasion de pouvoir évoquer ces questions-là. Ce sont des questions éminemment complexes, mais qui ne sont pas uniquement budgétaires. Vous savez, le département est prêt à lancer notamment des grandes assises pour faire en sorte de redonner du sens à ces métiers de l'accompagnement social. Je pense que c'est extrêmement important. Vous avez certainement vu aussi mes déclarations dernièrement sur le RSA. Ça vient de quoi aussi tout ça? Ça vient du fait que on constate tous les jours que dans nos associations, on a besoin de collaborateurs. On ne trouve pas de personnes qualifiées, on ne trouve pas de personnes engagées. Et à côté de ça, un grand nombre de nos concitoyens sont privés d'emploi. N'osent peut-être pas aller vers des secteurs comme ceux-ci, se disant c'est peut-être pas pour moi, ou c'est peut-être trop engageant. C'est aussi une vraie difficulté de ces métiers, parce qu'on ne fait pas ça par hasard, je pense. Mais en tout état de cause, on a l'obligation, je pense, ultime, de faire en sorte de répondre à ces et ceux dont on a la charge. Moi, quand je vois les personnes en situation de handicap, quand je vois nos aînés, quand je vois un certain nombre de jeunes qui sont dans la difficulté, il est normal qu'on y mette les moyens nécessaires pour faire en sorte de les accompagner convenablement. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'on tire beaucoup sur une petite cohorte de personnes, et donc c'est à ces cohortes de personnes qu'il faut penser essentiellement pour faire en sorte qu'ils puissent être renforcés par, je ne vais pas dire les 17 000 bénéficiaires du RSA de la Somme, parce que je sais que ce n'est pas cela, la réalité des choses. Mais par contre, il y a peut-être un certain nombre de personnes qui peuvent tout à fait trouver leur place dans des carrières comme celle-ci. En tout cas, c'est aussi l'ambition qu'on porte en essayant de promouvoir ces métiers de l'accompagnement social.
Merci, Président Soulier. Je vais reprendre le micro pour le transmettre à Anne Pinon. Le micro. Alors, vous êtes effectivement vice-présidente à la santé, mais aussi aux formations sanitaires et sociales. C'est bien ça? Oui. Quel constat faites-vous déjà dans la région sur cette question? Déjà, écoutez, en tout cas, merci d'avoir invité l'ensemble des acteurs du sanitaire et du social, et notamment les collectivités. Évidemment, le département a toute compétence dans ce domaine. La région Hauts-de-France, elle, a comme compétence les formations sanitaires et sociales. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est la question de la précarité, la question de la difficulté dans ces métiers du social, et la région qui forme à ces métiers a un rôle, est un acteur du social. À la région, on élabore un schéma qui est valable pour toute la durée du mandat. L'intérêt d'un schéma, au-delà de l'écrire, c'est évidemment de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs et d'avoir un temps d'échange, alors qui est encore plus poussé que celui que nous avons ce matin, mais un temps d'échange qui nous permet de faire un état des lieux et d'avoir une feuille de route sur les métiers du sanitaire et du social pour les 6 années à venir. Le constat que l'on fait, évidemment, c'est la question des recrutements. Alors, Parcoursup, on n'est pas là pour en discuter, mais évidemment, la question de Parcoursup est arrivée sur la table. La question de la difficulté de recruter des élèves et des étudiants qui vont poursuivre leurs études, parce qu'il y a ça aussi, c'est vraiment la question de savoir s'ils vont aller jusqu'au bout de leurs études. 40% abandonnent dès la première année, donc on a vraiment quand même un souci sur le recrutement, et évidemment sur la qualité des profils des élèves et des étudiants. Donc cette question de la précarité, de la difficulté des métiers, elle se sent déjà dès la formation. Et c'est là où finalement nous avons un rôle évident, c'est-à-dire au-delà de savoir combien on doit faire de formation et combien de métiers, donc c'est un peu plus de 60 formations, un peu plus de 13 métiers du social qui sont portés et soutenus par la région de France, c'est de savoir comment on fait pour rendre ces métiers attractifs, comment on fait pour avoir notre vrai rôle moteur dans ce domaine-là. Donc, sur la question de l'attractivité, on sait que ce sont souvent des métiers qui ne sont pas forcément suffisamment connus, et donc nous on s'adresse à notre public, aux lycéens, évidemment, aux jeunes qui sont dans les lycées, pour leur expliquer ces métiers. Et donc le président Bertrand a souhaité notamment mettre en place Proche Orientation. Donc, ce sont des ambassadeurs, et dans le cadre de mon mandat, j'ai souhaité qu'on relance cette dynamique d'expliquer les métiers, de montrer que ce sont de beaux métiers, on ne dit pas assez souvent, ce sont des métiers difficiles, mais ce sont de très beaux métiers, et donc c'est ce qu'on souhaite présenter à la jeunesse de la région. Donc il y a Proche Orientation, il y a la question de l'attractivité des métiers, faire plus de communication sur ces métiers, les mettre en avant, ils le méritent. Et en tout cas, ce que l'on souhaite aussi faire au niveau de la région, le président du département l'a rappelé, c'est vrai que souvent ce qu'on demande à Xavier Bertrand, c'est évidemment de travailler sur les formations, mais c'est aussi d'être l'ambassadeur de ces acteurs du social et de faire remonter. Donc au niveau de la région, on travaille dans le cadre de Région de France, et avec mes collègues vice-présidents, on a participé à une mission, qui était la mission portée par M. Leclerc, qui était une mission qui était demandée par le Premier ministre, et on a fait remonter évidemment cette nécessité de faire valoriser ces métiers, d'avoir une politique volontariste dans ce domaine. Évidemment, ça passe par la valorisation. Et souvent, et c'est d'ailleurs un petit peu l'enjeu de la matinée, mais c'est souvent dans le cadre du spectre du Ségur de la santé qu'on a souhaité valoriser ces métiers. Or, ce que le président Bertrand souhaite porter, c'est que non, il ne faut pas que ça reste dans le spectre du Covid, il faut une valorisation totale, une reconnaissance totale de ces métiers, et ne pas rester dans le cadre du Covid. Merci infiniment Anne Pinon, vous brossiez vraiment avec le président Soulier le tableau, et je vais donc donner le micro cette fois à Pierre-Jean Petit pour entrer dans le vif du sujet. On vous écoute. Ok, merci à vous. Je vais commencer juste par 3 données. La première, c'est que depuis à peu près 30 ans, nous sommes passés à peu près de 28 000 places de logement à un peu plus de 140 000, avec un taux d'encadrement qui a basculé de 22% à 15%. Deuxième donnée, avec la mise en place du Ségur, c'est à peu près 51% des ETP en Ile-de-France qui ne sont pas concernés par la réforme. Troisième élément, à l'heure actuelle, on constate qu'à peu près c'est 355 postes qui sont à l'heure actuelle vacants. La problématique, vous l'avez souligné, c'est cette notion où on part d'une bonne idée et finalement on a quelque part raisonné un petit peu en silo. C'est-à-dire qu'on a considéré notre secteur, de l'accompagnement, du médico, mais aussi même de l'IAE, qui n'est même pas intégré, mais pourtant on pourrait se poser la question. On a pensé une fonction métier. On n'a pas pensé que des agents de nuit, des agents d'animation, des techniciens, des administratifs pouvaient tout à fait contribuer à ce qu'est l'accompagnement. On estime que non.
très facile du point de vue technique, du point de vue pratico-pratique, les choses ne sont pas aussi évidentes. Aller expliquer à quelqu'un qui accompagne les publics, qui est en lien avec les publics, que lui, il n'aura pas le droit à l'augmentation, tout simplement parce qu'il ne rentre pas dans la case du travailleur social lambda tel qu'on l'entend. C'est un vrai sujet. Du coup, quand on veut faire... et en plus, c'est un vrai sujet dans le sens où ça concerne essentiellement des petits salaires. Et nous sommes sur une phase de complexité du coût de la vie, nous sommes sur une phase de difficulté d'attractivité des métiers. Finalement, ce qui est en train de s'opérer, on le voit un petit peu, c'est que nous avons toute une portion du personnel qui est en train de se poser la question « j'arrête, je change », avec en face des gens à qui on essaie de les attirer, de les réévaluer, mais on va leur dire « écoute, il va peut-être falloir qu'on revoie un petit peu l'émission, parce que certes, à l'accompagnement, mais on n'aura peut-être pas le temps de faire que ça, il va falloir aussi peut-être couvrir la nuit, et ainsi de suite ». Cette notion en silo est relativement dévastatrice, mais surtout amène aussi à réinterroger l'ensemble des acteurs, parce que nous, en tant qu'opérateurs, et c'est l'objectif de cette journée, c'est essayer de tirer les liens, d'amener tout le monde autour de la table pour trouver des solutions. On n'est pas bête, on sait qu'il y a des enjeux financiers, mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire, en tant qu'administration, en tant que collectivité territoriale, il y a aussi un rôle à prendre à un moment dans cette transversalité. On ne peut pas segmenter les choses tel qu'on le fait actuellement par métier, et on ne peut pas segmenter un secteur qui concerne tout le monde. Quand on accompagne des publics en difficulté, ça concerne le territoire, qu'il soit à l'échelle de la commune, de la collectivité, du département, de la région ou des services de l'État. Et tout l'enjeu de cette journée est un peu de parler de ça, mais aussi de rappeler quand même, et je terminerai par ce chiffre, 51% des gens ne sont pas concernés, et ce sont essentiellement des petits salaires. Merci. Pierre-Jean Petit, vous êtes directeur général de l'ILO. Pardon. C'est moi. Vous pouvez donner votre micro à Monsieur Tranquille, Pascal Tranquille, oui, c'est bien ça. Mais juste avant, je voudrais laisser la parole, pardon Monsieur Tranquille, à un représentant du personnel, parce qu'on veut aussi donner la parole au représentant du CSE. Le micro retourne par là. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, du coup moi je suis Benoît Rigaud, je suis représentant du personnel au sein de l'association Aprenis. Petite précision, on est nombreux aujourd'hui, on est plusieurs représentants du personnel de différentes associations. Et effectivement, ce qui était important pour nous, c'était finalement dans le cadre des répercussions de ce Ségur où on constate des inégalités, des risques de division, on a pu aussi se rendre compte que finalement ça a aussi fédéré. On le voit aujourd'hui, finalement, on est tous réunis pour porter le même message finalement, que ce soit les directions d'établissement, les gouvernances et les salariés, du coup, à travers nos voix de représentants du personnel. Donc c'est peut-être le seul aspect positif finalement de ce Ségur. Nous, au travers de nos établissements, ce qu'on constate, c'est exactement ce qui vient de se dire finalement, c'est ce sentiment de manque de reconnaissance où on travaille tous pour une mission commune, on travaille tous pour accompagner les personnes de la meilleure façon, et on a tous bien conscience que on ne peut pas le faire seul, et que c'est un ensemble finalement de métiers qui se coordonnent et qui permettent la réalisation de nos missions. On est totalement, voilà, quand on est saisi quand on échange avec les collègues, ce qui ressort c'est ça, c'est ce sentiment de non-reconnaissance pour certains, alors qu'il y a un investissement encore, on parlait tout à l'heure d'engagement, on a encore du personnel engagé dans nos associations. Les manques de recrutement, effectivement, ça se ressent, le manque peut-être d'envie d'arriver dans nos métiers, on le constate. Et voilà, finalement, ce sentiment de se dire, quand il n'y a pas cette reconnaissance, finalement, quelles vont être les conséquences dans le peu de temps à venir, finalement, très prochainement, où on a des salariés, finalement, qui risquent de se démotiver, ça risque voilà, d'engendrer d'autres difficultés en termes de climat social dans nos établissements. Voilà, et on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment important, c'est ça, c'est que finalement les collègues qui sont exclus de ce Ségur, finalement, sont bien souvent nos collègues avec les plus bas salaires, et quand on voit le contexte économique actuel, finalement, voilà, la conséquence, elle est vite comprise. Merci Benoît Rigaud. On peut passer le micro finalement maintenant à Pascal Tranquille. Comme Anne Pinon l'a bien souligné, c'est aussi un problème d'attractivité qui est mis à mal dans ces métiers. À vous la parole, vous êtes responsable de l'APH de Fixecourt. Oui, merci. Donc c'est des établissements qui accueillent des adultes en situation de handicap. Donc je me dirige 4 établissements. Donc ce dont je voulais vous parler, ce sont les paradoxes de nos métiers, en particulier des métiers de l'humain, puisque ce sont des métiers qui sont faits par les humains, pour les humains. Or, ce qu'on constate en ce moment et de plus en plus, c'est qu'on ne traite pas les personnels avec humanité. Donc c'est vraiment déjà extrêmement paradoxal. On est sur des axes très compliqués où on se rend compte que certains personnels ne viennent pas travailler, sans doute parce qu'ils n'ont pas les moyens de carburant dans leur véhicule. C'est quand même extrêmement dramatique.
On demande de plus en plus de technicité à nos personnels. Alors je vous passe la réponse à la compagnie pour tous, Séraphin PH et d'autres joyeusetés. Et en fait, derrière, on n'a rien à leur opposer, on n'a aucun levier, puisque le levier managérial qui est le salaire, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, le salaire, de plus en plus, ça va rimer avec misère. Et ça, c'est vraiment dramatique. Comment ces personnes vont pouvoir continuer à être motivées? D'autant qu'il y a aussi quelque chose qui se profile, puisque quand on lit un peu les actualités, on s'aperçoit qu'on arrive sur des semaines peut-être de 4 jours. Et 4 jours, d'accord, c'est très bien pour tout le monde. On est passé à côté des 35 heures dans le secteur. Il faut être clair. On a vraiment loupé cette case-là. Parce que on a appliqué encore une fois sur une bonne intention des lois à notre secteur, mais qui ne peuvent pas s'appliquer à notre secteur. Si on passe à la semaine de 4 jours sans avoir des moyens supplémentaires, je ne sais pas comment les gens qui ont des difficultés de toute nature vont pouvoir appuyer sur le bouton stop, parce que leurs difficultés ne s'arrêtent jamais. Donc ça veut dire qu'on va leur proposer moins de services. Or, on doit aller vers plus de services, parce que malheureusement, la société va dans ce sens. Merci beaucoup Pascal Tranquille. Est-ce que ça appelle un commentaire de vous, représentant? On peut continuer nos échanges et donner le micro à Marie, s'il vous plaît. Marie Faubarc, directrice générale de la Prémisse, sur plusieurs aspects, notamment l'application du Ségur et sa complexité. Nous vous écoutons, Marie. Oui, alors effectivement, les mises en application du Ségur ont généré une certaine mécanique et une complexité dans nos organisations qui est difficile d'imaginer au départ. Pour essayer de se donner un peu d'éléments là-dessus, on croise, pour identifier les personnels éligibles, un champ d'activité avec un métier. Alors déjà, on a déjà du mal à comprendre exactement ce que ça veut dire pour les associations que nous sommes. Et donc ça veut dire de regarder les cas particuliers. Et c'est une grille d'analyse qui n'est pas forcément celle que l'on utilise nous en interne. Donc des secteurs sont éligibles, d'autres ne le sont pas. Donc héberger des personnes, pour ne parler que du social, c'est éligible, mais l'accompagnement dans le logement et toutes les actions autour du FSL ne le sont pas. Accompagner dans les pensions de famille, ça l'est, mais tout l'accompagnement socio-judiciaire, le secteur de l'IAE, l'accompagnement des gens du voyage, toutes les actions de rénovation de l'habitat, toutes les actions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA ne sont pas éligibles. On peut parler aussi des actions éducatives, des actions politiques de la ville, qui concernent la stratégie pauvreté, la petite enfance, et mes collègues ici présents pourront largement continuer. Sur les fonctions, deuxième point. Les travailleurs sociaux sont évidemment éligibles, les cadres éducatifs d'accord, mais les techniciens qui participent à l'entretien des logements et qui accompagnent et qui parfois soutiennent les personnes ne sont pas éligibles. Les régisseurs qui soutiennent la perception d'une partie du loyer ne sont pas éligibles alors qu'ils participent à l'explication des personnes et à leur information, à leur bonne compréhension de comment ça se passe quand on devient locataire de son logement. Les secrétaires et tous les personnels administratifs qui assurent de l'information, de l'explication, de l'accueil, les agents d'entretien, les veilleurs de nuit, les maîtresses de maison, etc., etc. Et je ne parle même pas des fonctions de siège. Du coup, cette complexité-là, elle nécessite non pas d'avoir une lecture uniforme de nos secteurs ou de nos catégories professionnelles, mais presque de faire du cas par cas. Vous l'avez dit, Pierre-Jean l'a dit, c'est 51% des personnels qui ne sont pas concernés. Et nous, en tant qu'association, on est donc pris en étau entre une mise en œuvre qui se trouve assez restrictive et en même temps des financeurs qui nous demandent de respecter cette règle, alors qu'évidemment, la loi, elle ouvre la possibilité de prendre en compte les personnels qui font du socio-éducatif à plus de 50% de leurs fonctions, mais évidemment, on se trouve coincé là dans une mise en œuvre qui est à part variable. Et la FAS a fait un petit tour d'horizon qui montre que sur une quinzaine d'organisations, il y a 5 à 6 modalités de mise en œuvre différentes selon les organisations. Et ça, cette mise en œuvre différente, elle n'est pas possible entre nous. Si on envisage une dérogation ou un élargissement de la mise en œuvre du Ségur, ça se fait forcément avec une prise de risque conséquente pour les associations que nous sommes, soit une prise en charge budgétaire et une avance de trésor qui est conséquente, dans l'attente et je dirais même dans l'espérance que ça soit compensé. On est plus dans le domaine de l'espérance et de la foi que dans le domaine de la conviction à ce niveau-là. Et potentiellement un risque prud'homal, qui est presque, j'ose le dire, légitime, puisque du coup, il induit des inégalités dans la loi. Donc on voit bien que cette grande incompréhension du point de vue des gouvernances, des dirigeants et des salariés, elle crée, voilà, mes collègues l'ont dit, une difficulté de mise en œuvre. Donc ce risque d'incompréhension veut dire aussi un risque de ne plus pouvoir embaucher dans les secteurs qui ne sont pas concernés. Indirectement et à moyen terme, c'est la mort de ces secteurs.
Ça veut dire de ne plus être attractif, on en a parlé. Ça veut dire des risques économiques, des risques budgétaires, des risques de trésor, des risques d'erreur aussi dans la gestion, des risques managériaux, des risques aussi pour les acteurs publics du coup, puisqu'on partage des enjeux et des intérêts collectifs, à ce que la mise en œuvre des politiques publiques soit fragilisée. On arrête là sur la mise en œuvre technique, mais on pourrait, les uns et les autres, on y a passé, je pense, de nombreuses heures de mise en œuvre. Merci beaucoup Marie. On va laisser la parole à Patrice Éloi également. Pour cette fois, Patrice Éloi, vous êtes président de la PAP. Accueillir, prévenir, accompagner, protéger sur la responsabilité des employeurs notamment. Eh bien, merci, oui, d'avoir maintenu également dans ces exposés introductifs ce point de vue des employeurs. Effectivement, je représente les présidents, les administrateurs des associations qui, je le rappelle, sont en général bénévoles et non salariés et non intéressés. La fonction employeur-salarié, c'est un rapport juridique qui existe comme dans toutes les entreprises. Donc on peut dire que d'un certain point de vue, nos organisations sont des entreprises et ont des similitudes, mais elles ont quand même une grande différence, c'est que nous ne sommes pas actionnaires et nous ne sommes pas intéressés à l'activité, ou alors si nous y sommes intéressés, c'est au nom d'une finalité et d'un engagement personnel. C'est un intérêt personnel, mais pas un intérêt pécuniaire. Alors, effectivement, nos organisations sont ordonnées vers des missions de service public. Nous remplissons un service public et un service public d'assistance. Et souvent, j'insiste sur ce mot parce que c'est pas un gros mot. Je trouve que c'est un mot très noble et que assister d'autres personnes qui ont besoin d'être assistées, c'est quelque chose dont nous sommes fiers. Et je pense que c'est important de le dire et de le mettre en avant et de le proclamer. Alors, cette fonction d'employeur, elle consiste à organiser ce que j'appelle une communauté de travail. Ça veut dire que dans nos organisations, dans les différents champs, beaucoup de choses ont été évoquées, où nous intervenons, nous avons un certain nombre de personnes, puisque ce sont les personnels qui, en réalité, mettent en œuvre concrètement la réalité de ces missions, et nous, derrière, nous essayons de les structurer, de les organiser, et ce sont elles qui sont, ces personnes qui sont directement en charge et à l'action. Et donc, nous essayons d'animer une communauté de travail, et je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, mais vous imaginez tout à fait les conséquences dans une communauté de travail, lorsque on dit à l'ensemble des personnels, vous êtes de ce côté droit, et vous êtes de ce côté gauche, et puis voilà, vous n'avez rien fait pour ça, vous n'avez rien fait pour le mériter, mais bon, ça a été décidé comme ça. Donc effectivement, les réponses, Marie vient de l'évoquer, les réponses qui ont été prises sont des réponses risquées, des réponses de bricolage, des réponses d'ajustement, des réponses précaires. Et je voulais un peu souligner cette précarité, évidemment celle du public, on l'a évoqué, je n'y reviens pas, mais aussi la précarité des associations, parce que en tant qu'employeur, nous assumons des risques. Nous prenons notre responsabilité par rapport aux missions qu'on nous confie et nous rendons compte de la réalisation de ces missions, mais nous prenons cette responsabilité dans un contexte de risque, puisque cette question des financements, des ressources qui sont attribuées aux associations est une question très problématique et que je pense que c'est important d'en prendre conscience. Alors on a entendu un certain nombre de discours de soutien et c'est tant mieux. Mais en même temps, au-delà des discours qu'on peut entendre ici et maintenant, on sent qu'on est sur une tendance lourde, voilà, de dialogue et de compréhension avec les pouvoirs publics. Et on espère vraiment pouvoir faire monter la pression, et j'allais dire faire monter un rapport de force pour que vraiment les choses puissent évoluer dans le bon sens. Et j'ajouterais l'importance aussi de ressortir au niveau de l'opinion publique, parce que j'ai écouté un peu les radios ce matin, et je pense qu'on est loin d'avoir la visibilité, la reconnaissance auprès de l'opinion publique et du public, qui est sensible surtout aux choses qui les touchent directement. Par exemple, c'est vrai que s'occuper des personnes âgées ou ne pas avoir d'enseignants dans sa classe, ça touche immédiatement les gens, mais les publics et les missions que nous accompagnons sont beaucoup moins sensibles, beaucoup moins perceptibles et beaucoup plus difficiles à faire comprendre et à faire ressentir auprès de nos concitoyens. Merci beaucoup, Patrice Éloi. Voilà pour ce dernier propos, avant d'entamer les échanges avec vous tous dans la salle. Mais juste avant, les représentants du personnel, vous avez quelque chose encore à nous dire et à nous lire peut-être. Nous vous écoutons, le micro, ouais, merci beaucoup. Merci. Donc moi je suis Marion Sagnier, je suis la secrétaire du CSE de la Prémisse et je vais représenter également l'ensemble de mes collègues représentants du personnel, puisqu'un collectif s'est monté justement à cette occasion
pour faire état tous de nos réalités au sein des institutions. Juste, je voudrais revenir sur cette notion d'égalité de traitement et ce que ça crée véritablement au sein des institutions. Ce qu'on constate et qui est en train déjà de se mettre en place, c'est un climat social qui se dégrade énormément dans nos conditions de travail. En tout cas, nous, on travaille donc dans une association. Association, c'est faire ensemble. Nous sommes tous au service d'une mission pour le bien-être des personnes qui nous sont confiées, qui sont les personnes les plus vulnérables. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi cette réalité de ne plus pouvoir finalement faire association, puisque on va peut-être voir une perte d'esprit d'équipe, avec aussi la perte de l'envie dans l'exercice des missions, en tout cas pour ceux qui ne seront pas reconnus, et notamment, comme vous l'avez dit, pour des personnes, pour la plupart du temps, qui ont les plus bas salaires, mais qui continuent de s'engager tous les jours et qui, je me permets le terme, mais qui galèrent également à mettre de l'essence dans leur voiture pour venir faire leur mission. Tout ça va vraiment créer un climat social assez désastreux, je pense, dans nos associations. Et il y a un manque d'associations, être véritablement associés à une mission qui est commune à tous. Pour finir sur les propos, je vous propose de vous faire la lecture d'un courrier qui a été rédigé donc avec toutes nos mains. En tout cas, tout l'ensemble des CSE que je citerai à la fin de ce courrier se sont associés pour l'écriture de ce courrier que je vous fais lecture. Nous, représentants du personnel des associations, APAP, Aprémis, les maisons d'accueil de l'îlot, Espoir 80, Agena, Coalia, UDOS, ATS, portons par la présente la parole de nos collègues, concernés ou non par la prime Ségur. Ce que nous observons est bien une inégalité de traitement dans le versement de la prime Ségur, alors que tous, peu importe le corps de métier, nous participons à une mission d'accompagnement social. Nous ne pourrons pas accepter cette disparité de traitement entre salariés d'une même association-institution. Nous ne pouvons pas laisser les tensions monter dans nos associations et institutions. Nous ne pouvons pas juger acceptable cette non-reconnaissance des métiers utiles à l'action sociale. Il est aberrant d'observer qu'au sein d'une même équipe, exerçant le même métier, certains seront éligibles à la prime et d'autres non. Sous quel prétexte que la ligne budgétaire qui finance leur intervention ne rentre pas dans la mise en application du Ségur? Comment permettre de rester investis dans nos missions quand les inégalités de traitement se mettent en place? Comment les associations et les institutions pourront recruter le personnel sur des actions non éligibles au Ségur, là où d'autres actions pourraient mieux les payer? Nous observons et nous craignons une dégradation du climat social au sein de nos associations. Allons plus loin sur cette prime. Devons-nous dire merci de reconnaître certains et pas les autres? Combien de temps celle-ci sera-t-elle versée? Devons-nous attendre que l'État se dise qu'il n'a plus les moyens et de créer à nouveau une baisse du pouvoir d'achat? Nous ne pouvons qu'encourager une revalorisation salariale par l'augmentation de la valeur du point. Ainsi, tout le monde sera concerné et revalorisé. Ont signé donc ce courrier le CSE de l'Aprémis, de l'APAP, de l'ATS, le CSE Agena, CSE Espoir 80, CSE Sud de Coalia Amiens, CSE des maisons d'accueil de l'îlot et le CSE de l'UDOS. Merci beaucoup et merci pour votre écoute attentive. Alors la parole est à vous. Le micro va circuler avec l'aide de mon coéquipier de cette matinée. Alors diffusez la parole. Qui veut s'exprimer? Qui veut compléter? Alors peut-être les journalistes, voulez-vous poser dès maintenant vos questions? Merci d'ailleurs aux nombreux journalistes d'être présents aujourd'hui. Qui souhaite compléter? Allez-y. Alors, le micro vers Christine Trette, représentante de l'APF France Handicap Hauts-de-France. Merci pour ce courage déjà. Bonjour à toutes et à tous. Je ne veux pas prendre aujourd'hui la parole en étant militante et représentante d'une seule association. Je me permets parce que je crois, après, voilà, les handicaps invisibles et les problèmes de l'invisibilité, un certain nombre, on n'en parle pas. En tout cas, je ne peux pas cacher que je ne suis pas une personne qui, entre guillemets, est bénéficiaire de tout ce que vous faites. Et je pense, même si j'entends aujourd'hui, on est bien négatif, je voudrais commencer par un merci. Parce que si, aujourd'hui, ici, il n'y a pas de bénéficiaires de vos services qui sont là, ça veut dire que malgré les problématiques, les difficultés que vous rencontrez tous, les bénéficiaires, les personnes accompagnées, les personnes accueillies, les personnes conseillées, ne se sont pas rendus compte des problématiques que les travailleurs, les professionnels rencontrent tous les jours. Et
Pour ça, c'est la première chose que je tenais à vous remercier. Mais nous sommes aussi conscients qu'à un moment, à un autre, si ici, il n'y a rien qui bouge, il y a tout un pan de notre système social qui va s'effondrer. Parce que dans ce cas-là, il n'y aura plus d'accompagnement, il n'y aura plus de personnes à domicile, il n'y aura plus d'auxiliaires de vie. Et je vous remercie, vous n'avez pas fermé vos établissements aujourd'hui, parce que vous aurez pu dire, comme l'Éducation nationale a l'habitude de le faire, on fait grève, gardez vos gosses chez vous, vous débrouillez, heureusement il y a les grands-parents. Vous avez décidé de ne pas le faire, et je vous remercie, parce que quand vous accompagnez une personne, c'est pas qu'une personne que vous accompagnez, c'est toute la famille et tous les proches qui sont impactés. Et je pense ça, en tout cas moi, de mon propre chef, et je pense, je parle au nom de beaucoup de personnes, je tenais à le dire. Et après, on est derrière nous, je pense, à un moment, il faut peut-être aussi parler aux personnes que vous accompagnez et de leur expliquer ce qui se passe, pourquoi un certain nombre de choses, parce qu'on sait très bien, quand on va le matin, on n'a pas d'éducateur qui est arrivé, mais ouais, on dit, ben, il n'est pas là, mais bon, il n'est pas là. Ah oui, d'accord, il n'a pas envie de bosser. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Si le matin, il y a un auxiliaire de vie qui n'arrive pas, pour des raisons X, Y, ben, la journée pour la personne, elle est foutue, excusez-moi l'expression, et je pense que c'est ça, ça, franchement, il faut le valoriser, et il faut le dire. Vous tenez tous, on est derrière vous, et on va vous accompagner, et on va mettre nos moyens, nos petits moyens d'expression à votre disposition autant que vous le voulez. Merci. Merci Christine Prête. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et on va donner le micro à monsieur qui est juste en face, Guillaume Delalieu, si vous voulez bien. Vous êtes responsable d'EHPAD, directeur d'EHPAD, notamment à Amiens, et on peut mettre en avant aussi le soutien aux personnes âgées. Oui, merci. Indépendamment de la revalorisation salariale, il me semble important d'évoquer aussi le ratio d'encadrement. Parce que, bien sûr, le salaire est important, et dans l'hypothèse où un soignant serait rémunéré à sa juste valeur, s'il n'a pas le temps suffisant, ou s'il n'a que 10 minutes pour réaliser l'accompagnement d'un résident, cela ne marchera pas. Un résident ne peut pas être bien que parce qu'il a eu une aide à la toilette, ou parce qu'on l'a aidé à se changer. Donc il y a l'accompagnement est bien plus global que ça. Et cette notion de ratio d'encadrement aujourd'hui à 6 pour 10 doit nécessairement passer à 8 pour 10. Alors 8 pour 10 parce qu'il y a plusieurs rapports qui ont été produits et qui l'ont évoqué. Donc je voulais insister là-dessus. Il y a des annonces qui sont faites, il y a des initiatives, ça va dans le bon sens. Par contre, il y a nécessité qu'elles aillent plus vite parce que le besoin aujourd'hui est maintenant, pas demain. Merci. Merci à vous. On peut passer le micro, s'il vous plaît, s'il te plaît, Marie, du côté de ces dames, Madame Verhagen, Madame Mater, Madame Poulain, si elles veulent bien, pour leur structure, et même en tant que citoyenne, nous dire ce qu'elles en pensent. Merci. Sabine Verhagen. Peut-être un mot sur les métiers du care. Le métier du care, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des autres, ceux qui prennent soin des autres. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas dans le Ségur, on n'en parle même pas, ce sont des oubliés, ce sont des invisibles, ce sont des méconnus. Et en plus, il en manque. Vous vous rendez compte? Il en manque. On n'arrive pas à donner des prestations parce qu'il manque ces salariés. Et là, c'est un scandale. Voilà. Donc il y a un vrai problème là entre ces métiers non attractifs, et je pense qu'ils ne sont pas attractifs, non parce qu'il n'y a pas d'intérêt sur le métier à réaliser, mais parce que les conditions dans lesquelles ils se passent sont insupportables. Voilà. 30 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, ça fait 30 ans que j'alerte sur ce pan de la société qui sont celui des métiers des auxiliaires de vie à domicile, essentiellement des femmes,
qui court toute la France de 6h du matin à 22h, 7 jours sur 7, et qui sont oubliés. Comment est-ce possible que dans notre société, un pan de salariés soit totalement oublié des Ségur et de tout le reste? Alors, après, je vais répondre à Monsieur le Président qui dit « Oui, il y a des personnes qui ont le BRSA et qui peuvent entrer dans ce secteur. » Mais oui, bien sûr. Mais voilà, donc peut-être que c'est un petit peu raccourci de trouver une solution à un... Voilà, il y a des gens sans emploi, BRSA, et il y a des secteurs où il n'y en a pas. Eh bien, vite, allons les chercher. Voilà. Alors, c'est un peu simple, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Et puis peut-être qu'en effet, il y aurait à y travailler. C'est dommage qu'on y travaille que maintenant, parce que je redis, c'est 30 ans d'observation sur ce secteur. Donc, et puis, voilà, donc comment éviter les solutions simplistes, comment construire des vraies solutions, comment co-construire, collaborer sur ce secteur pour apporter des réponses aux aidés. Sachez que nous serons tous chez nous dépendants dans quelques années et que nous n'aurons plus de prestations à domicile. Voilà, donc il faut s'y préparer. Merci beaucoup, Sabine Verhagen. Le micro peut-être pour Patricia. Eh oui, Patricia Malter. Donc, contrairement à toi, Sabine, ça ne fait qu'un an. Ouais. Mais c'est vrai qu'une sombre réalité, Christophe, je pense que tu vas être d'accord avec moi, nous avons été alertés par l'UNAPI sur des établissements qui commençaient à fermer faute de moyens humains. Donc nous, ce sont des personnes en situation de handicap intellectuel. Il y en a qui repartent dans la famille, mais d'autres, je ne sais pas, ils n'ont plus de famille. Donc oui, Monsieur Osselier, je pense que l'État, sincèrement, j'ai pas compris, moi qui viens du privé, que l'on puisse augmenter une catégorie de personnes et pas d'autres. Enfin, même chez nous, dans nos propres entreprises, on ne le fait pas. Quoi. Donc, et pourtant, on nous fait souvent la morale. Hein, donc, j'ai pas bien compris. Et enfin, Madame Pinon, oui, je suis d'accord avec vous. Hier, Christophe nous donnait des statistiques. Le monde du social est méconnu à hauteur de 77%, me semble-t-il. Voilà, donc nous avons réellement un travail de communication à faire. Merci Patricia Malter, présidente de l'ADAPI 80. Anne-Marie Poulain, présidente de l'ACA 80. Oui, alors moi je ne vais pas jouer les anciennes combattantes parce que je connais le secteur depuis quand même pas mal de temps, mais une nouvelle présidente, donc désormais employeur, effectivement c'est un sacré défi comme le disait Patrice Lemoy. Et j'étais assez stupéfaite moi aussi de la manière dont les choses se sont mises en place, c'est-à-dire de demander effectivement d'augmenter, d'apporter une prime à une catégorie mais pas à l'autre. Je trouve que c'est complètement insensé et pas possible, en tout cas, d'un point de vue à la fois moral, mais également en termes de conditions de travail. Et juridique, oui, c'est ça, bien sûr. Pour autant, moi, je ne voudrais pas, je pense qu'à la fois, on subit un déficit de visibilité, mais ça depuis des années. J'ai eu le souvenir de cet aspect qui était déjà soulevé il y a au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, ne sachant pas communiquer sur ce qu'on fait, ne sachant pas rendre attractif ce métier, étant en incapacité d'expliquer ce qu'on fait, et surtout les enjeux derrière ce qu'on fait, parce que je crois que c'est ça aussi au niveau de la société. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas non plus intérêt, même si on veut que tout le monde soit pris en considération, on n'a pas intérêt à mélanger les métiers. Je maintiens que le métier d'éducateur spécialisé n'est pas le même que celui de quelqu'un qui va être chauffeur, par exemple, et qui aura réellement une mission d'accompagnement qui est loin d'être facile. C'est pas un chauffeur n'importe où, c'est un chauffeur qui va aller chercher des gamins ou des personnes en situation de handicap. Donc je pense qu'on n'a rien à gagner à tout mélanger. En revanche, on doit pouvoir expliquer ce que font ces personnels qui sont complètement invisibles, qui sont complètement méconnus dans les difficultés qu'ils ont à traiter et qui font qu'ils ne travaillent pas n'importe où et que ça nécessite effectivement une prise en compte. Ça c'est une chose, ça me paraît important parce que je crois qu'on ne gagnera pas à tout niveler en termes de compétences et de responsabilité. C'est aussi une question de responsabilité dans un établissement. Elle n'est pas la même quand on est chef de service, quand on est éducateur, quand on est AMP. En tout cas, moi je le vois toujours comme ça. Peut-être que les choses ont évolué depuis que j'ai quitté un peu le secteur, je m'en suis éloignée en étant au département. Mais pour autant, quand j'étais à l'autonomie, j'avais
l'occasion régulièrement de rencontrer des services d'aide à domicile qui nous alertaient à juste titre sur effectivement les difficultés qui, je constate malheureusement, persistent. Je voulais revenir sur ce que disait Madame Trep, que je trouvais particulièrement intéressant. Et en tant qu'ancienne FNARS, j'y suis particulièrement sensible, c'est-à-dire effectivement alerter les publics auprès desquels on intervient sur ce qui se passe. C'est des citoyens et des citoyennes à part entière, ils ont le droit de savoir, même ados d'ailleurs, ou enfants, expliquer, les associer à ce qui se passe, parce que voilà, enfin, on n'est pas dans un vase clos, on a, nous, nos soucis, que ce soit employeurs, professionnels, et eux en subissent les conséquences. Vous disiez, Madame Trep, qu'effectivement les gens ne sont pas là et que ça veut dire que ça fonctionne. Pour autant, moi je suis convaincue que quand il y a un malaise et un climat social qui se dégrade dans une structure, ça a forcément des conséquences sur le public. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Je pense que tous ici, on le sait, mais c'est aussi, je pense, un message à faire passer. Merci beaucoup Anne-Marie Poulain. Je crois qu'il y a Marion Henry qui est là de l'UDAF, si elle veut nous dire également sa position. Alors, effectivement, bonjour à tous et toutes. Je partage beaucoup de choses de ce qui a été dit, le taux d'encadrement aussi qui est quand même crucial. Bon, je voudrais revenir peut-être plus sur les conditions d'exercice des métiers, c'est-à-dire au-delà des revalorisations qui sont effectivement nécessaires. On se transforme de plus en plus sur des animateurs de référentiel métier. C'est-à-dire c'est X mesures, X personnes. Alors, justement, c'est X mesures ou X dossiers. Moi, j'en suis à des gens qui partent de l'UDAF pour faire une autre vie ailleurs, parce qu'ils me disent, moi j'ai envie de m'occuper de personne, pas de dossier. Et donc, alors je creuse, puisque je suis relativement néophyte, je creuse, et je m'aperçois que sur certains départements, on n'a pas les mêmes référentiels non plus métiers. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de la protection de l'enfance, je crois que le département du Nord, en AEMO, c'est une affectation de suivi de 27, alors je crois que c'est même, je ne sais pas comment ils arrivent à ça, je crois que c'est 27,8 enfants par travailleur social. Nous, on a travaillé avec les services du département et puis Yves Lefebvre pour arriver à 30, parce que jusqu'à présent nous étions à 33. Mais ce qui fait aussi, je veux dire que les conditions de travail, au-delà du salaire, c'est aussi se permettre de se dire, à un certain moment, je vais pouvoir souffler dans le suivi, dans mon métier, et puis je vais pouvoir aller chercher l'urgence. Je vais être en capacité de chercher l'urgence. Or, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et on arrive effectivement, ce que disait Anne-Marie, c'est qu'on est aussi maltraitant vis-à-vis des publics qu'on accompagne. Et ça, moi, je trouve qu'il faut revisiter ces référentiels et se donner aussi la chance. Alors, forcément, ça se voit, il y a un impact financier direct. Je ne suis pas non plus naïve, puisque ça veut dire un peu plus de personnel. Mais je pense qu'il y a quand même des péréquations aussi entre départements, des constats, des états des lieux, pour nous faire progresser là-dessus. Merci infiniment pour ce propos. On va passer le micro, s'il vous plaît, à Madame Personne pour l'aspect protection de l'enfance, c'est bien ça? Prenez le micro. Nous vous écoutons. Merci. Donc je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Marion, mais aussi je rejoins ce que disait mon collègue Pascal Tranquille, c'est qu'on nous demande aujourd'hui de travailler la qualité, de travailler sur la cohérence des parcours, et c'est bien normal, c'est l'évolution qui veut ça, et c'est pour le bien de nos usagers, on le sait. Alors je rejoins aussi un petit peu ce qu'il disait, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans la bientraitance non plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des effets sur le terrain. Quand par exemple sur un service, puisque nous on accompagne des personnes sur un terrain judiciaire, nous avons des magistrats qui sont très très consciencieux sur le travail et sur l'amélioration du parcours de l'enfant, qui sont très consciencieux sur l'aspect judiciaire d'une mesure de protection. Et quand on a des difficultés à recruter une secrétaire
et que cette secrétaire, elle écrit un rapport, et qu'elle va transmettre un rapport, et que c'est tout le circuit de la communication qui va être en défaillance, parce que peut-être à ce moment-là, il manquait une secrétaire à un moment donné, c'est comment on peut garantir le parcours de l'usager et sa continuité quand on n'a soi-même pas la capacité de garantir la continuité d'un service. Eh bien, c'est toutes ces questions-là qui se posent au quotidien et qui font que, finalement, on est quand même un petit peu déjà, on a fait un pas du côté de l'absence de bien-traitance, si on ne peut pas encore parler de mal-traitance. Merci beaucoup, Madame Personne. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il? Oui, un micro par ici. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Gilbert, je suis vice-président d'Espoir 80. Mon président est M. Duclerc, je crois. Juste pour dire, dans une association comme Espoir 80 qui est jeune, il y a 7 personnes dont la prime Ségur peut être appliquée parce que derrière il y a des subventions qui peuvent couvrir cette prime Ségur. Il y en a 15 qui ne le sont pas. Très peu de personnel administratif. Alors on dit les oubliés, on parle souvent des techniciens, des administratifs. Je suis d'accord. Il y a 15 personnes éducatives aussi qui ne le sont pas. On n'est pas pris en compte par des prix de journée, par des dotations globales, etc. On est sur différents subventionnements de différents financeurs, sur des appels d'offres, etc. Donc avec une certaine fragilité. Mais le problème, ça concerne quand même 3% de la population. Donc c'est pas rien. Voilà. Je vais juste dire que dans ce type de configuration, de jeunes associations qui n'ont pas un prix de journée qui couvre en partie des suppléments de coûts dus au salaire, c'est particulièrement compliqué. Merci, monsieur. D'autres envies de prise de parole? Oui, le micro juste en face. Présentez-vous également, s'il vous plaît. Et après, on laissera un temps aux élus qui sont présents, à messieurs, madame les élus, l'occasion de rebondir. Oui, bonjour, Emmanuel Puel, Coalia. Je rejoins totalement donc, tout ce qui s'est dit. Donc le fait donc, que certains métiers donc, ne soient pas éligibles, ça pose souci, un risque de non-continuité de service, etc. Je pense en particulier aux métiers de surveillants de nuit, notamment dans la protection de l'enfance, mais aussi dans les autres secteurs d'activité, où ils jouent un rôle éducatif, ils sont seuls, la nuit auprès des jeunes, même s'il y a une astreinte, ils sont seuls, ils gèrent vraiment beaucoup de choses, et je pense qu'ils jouent un rôle éducatif, et ils ne gèrent pas seulement des bâtiments, des biens, et donc voilà, pour moi c'est incompréhensible qu'ils ne soient pas éligibles. Même chose également pour les maîtres et maîtresses de maison, qui accompagnent le public et qui les aident à gagner en autonomie et à pouvoir ensuite donc, se projeter vers des logements plus autonomes. Il y a aussi, j'insiste aussi donc, sur le fait que certains services, certains dispositifs ne soient pas éligibles, alors qu'ils mènent véritablement une mission d'accompagnement social. Je pense par exemple pour Coalia à l'épicerie solidaire mobile, où donc on apporte de l'aide alimentaire, on accompagne, on met en place des ateliers pour que les personnes puissent se nourrir correctement, et les salariés ne sont pas éligibles, alors qu'ils jouent vraiment un rôle social. Et il y en a d'autres, notamment dans l'asile. Merci pour cette illustration très pertinente, merci beaucoup. D'autres envies de... Oui, ici. Allez-y, présentez-vous également. Voilà, juste pour ça. Marie-Baptiste Gouin, directrice de bureau immobilier de l'agence immobilière à vocation sociale. Merci. Je rejoins effectivement tout ce qui vient d'être dit sur les inégalités, sur tout ça, et je voudrais rebondir notamment sur les propos de Marion et sur la charge de travail des travailleurs sociaux. Effectivement, comment faire de la qualité quand on a une quantité aussi importante de difficultés. Il est quand même fou que nos associations qui luttons contre la précarité créons de la précarité au sein de nos équipes, et que effectivement on parle d'investissement, on parle de fonds, quand on dit qu'il faut augmenter le nombre de travailleurs sociaux, ou en tout cas diminuer le nombre de prises en charge, néanmoins c'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que si à un moment donné on ne peut pas continuer à faire de la qualité, c'est tout un pan de la société. Madame le disait, je salue son intervention sur les personnes qui sont accompagnées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est plus là, c'est tout un pan de la société qui s'écroule. Et ce pan de la société, à un moment donné, il va falloir le prendre en charge. Et cette prise en charge sera beaucoup plus coûteuse
que le fait d'ajouter 2 ou 3 éducateurs dans chaque structure pour permettre de continuer à faire de la qualité. Donc c'est ça qu'il faut vraiment entendre, c'est que c'est un investissement pour l'avenir de notre société à tous. Absolument, merci infiniment. Le micro, tu peux le prendre. Présentez-vous. Donc Julien Galliano à Pape. Juste, il y a une expression et un mot qui me manque aujourd'hui, c'est celui de cohésion sociale. Et effectivement, Madame le maire n'a pas pu venir, elle est représentée par Stéphane. Elle est représentée, je sais bien, voilà, mais et c'est pas pour pointer des dispositifs qui ne sont pas aujourd'hui couverts, mais c'est quand même je parle de la politique de la ville, des cités éducatives aujourd'hui, et puis de tas de dispositifs qui nous réunissent tous en fait, et dans lesquels bien souvent la plupart des donneurs d'ordre et des financeurs interviennent, et co-interviennent. C'est des dispositifs où on se dit il faut qu'on fasse ensemble. Il faut qu'on fasse tous ensemble. Et ce mot de cohésion sociale, je trouve qu'il est fondamental parce que c'est peut-être celui par lequel on rendra visible ces métiers du social, et je dis ces métiers du social, mais et annexes et contours. Et parce qu'elles ne sont pas représentées aujourd'hui, alors les représentants du personnel représentent tous les personnels, mais bien souvent on parle quand même des travailleurs sociaux, et c'est tant mieux parce que c'est le fondement de notre métier. J'aimerais parler, moi, des assistantes, que j'appelle plus secrétaires. J'aimerais parler des comptables, j'aimerais parler des agents techniques, qui ont vraiment beaucoup de mal à prendre la parole, y compris dans nos associations, quand on fait des plénières, quand on fait des grandes réunions. Ils laissent la parole aux travailleurs sociaux parce qu'ils travaillent pour eux et que c'est eux qui sont sur le devant de la scène. C'est eux qui souffrent au quotidien, mais tous les autres ne souffrent pas. Tous les autres ne vivent pas ce que vivent les travailleurs sociaux sur le terrain. Il ne faut pas les opposer, au contraire, il faut les réunir. Et on a des assistantes, je parle d'elles, et des comptables qui sont ultra sollicités. Depuis, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le secteur. Ça fait 6 ans que je vois s'accumuler les tableaux à remplir, les appels à projets à saisir, les bilans à formuler. Et ça ne vaut pas que pour les contrats de ville, ça vaut pour tout. Et qu'aujourd'hui, sans ces personnels-là, on ne peut pas vous rendre compte. On ne peut pas vous satisfaire, vous, élus, vous, financeurs. Et le pire, c'est que quand on a en face les techniciens, qui sont des gens avec lesquels on travaille, au CD en particulier, mais également à l'État, également à la métropole, ils disent « ouais, mais en fait, on ne les dit pas, ces documents. Oui, il nous les faut parce qu'on nous les demande, mais il faut les remonter. » Et c'est vrai, parce qu'on vous en envoie tellement que c'est impossible à lire. Alors vous en prenez quelques-uns, c'est normal, mais vous nous demandez toujours, et nous demandons toujours plus d'exigences qualitatives dans le rendre compte, ce qui est normal, mais aujourd'hui, ceux qu'on ne peut pas revaloriser, c'est ces gens-là. Juste sur le Ségur, le boulot que ça a donné pour les comptables et les responsables, c'est juste ahurissant. Et c'est pas les directeurs, on s'en fout des directeurs. Nous, on bosse, voilà, on y viendra. Mais c'est que ces gens-là, pendant l'été, ils travaillaient sur les salaires et les rémunérations et l'impact que ça allait avoir sur nos trésors et nos coûts, et on leur disait, mais toi, tu l'auras pas. C'est juste insupportable. Et ces gens-là ne prendront jamais un drapeau, ne feront jamais un jour de grève. Quand on leur dit qu'il faut faire la grève, il faut descendre pour vous mobiliser, ils ne le font pas, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et cette question de la légitimité, elle est, je pense, vraiment importante, et c'est ce qui rendra la notion de cohésion sociale déjà efficiente dans nos établissements. Merci. Merci beaucoup, Julien Gagnon. Le micro est demandé de ce côté. Bonjour, Emmanuel Hamon, je suis directeur du Fabricant Picot à Bray-sur-Somme. Je voulais, en fin de compte, intervenir sur deux sujets. Le premier, c'est que je suis en pleine phase de négociation de ces pommes. On parle de taux d'encadrement, et hier, ne serait-ce qu'hier. Donc j'avais des personnels du département qui me disaient, par rapport aux CEPOM, je demande 2 postes supplémentaires par unité pour une qualité de service, pour aussi une qualité de vie au travail des encadrants. Ils m'ont dit, non, vous faites un EPRD, mais uniquement sur vos moyens constants. Je ne vois pas comment je peux, augmenter la qualité de vie au travail, non seulement des salariés, mais aussi la qualité de vie des résidents que nous accueillons. Et d'autre part, on parle aussi, on parle du Lafourcade. Moi, je voudrais parler aussi du directeur, parce qu'on parle de bas salaire, on a des plus hauts, effectivement, mais quand un directeur travaille 10 heures par jour, donc on va dire 50 heures semaine, plus les astreintes, je ne les compte pas, et qu'on fait le prorata, je dirais, de son salaire, sans compter les astreintes, parce que les astreintes ne comptent pas dans la retraite, c'est une indemnité, je dirais, en plus, je dirais qu'on est pratiquement à un SMIC horaire. On a des responsabilités qui augmentent,
on a des charges qui augmentent, on a un salaire qui est là, et moi je vois psychologue, chef de service qui augmente, et un écart qui se réduit de plus en plus entre un salaire de directeur avec des responsabilités et un salaire de psychologue qui commence avec la loi sur convention 66, qui commence à pratiquement un salaire de chef de service. Donc moi je m'interroge parce qu'il y a des directeurs autour de moi qui me disent ben moi je vais faire autre chose, quoi. Et donc je m'interroge sur aussi le nombre de directeurs qui vont rester à faire leur travail par rapport à un salaire qui est rétréci. Voilà, je vais faire un peu moins de ça. Merci. Aussi. Est-ce que je peux laisser l'occasion à Stéphane Le Soulier, parce que vous allez nous laisser, merci infiniment d'avoir passé tout ce temps, également à Anne Pinon, Stéphane Descombes et Marc Beaudelettré, si vous le souhaitez. Merci à nos élus d'être présents ce matin et attentifs. Oui, je devais déjà être parti depuis un certain temps, mais je voulais tout de même revenir sur un certain nombre de vérités, peut-être aussi d'annonces faites par certaines personnes, et revenir notamment aussi sur l'avenant 43, parce que Madame la directrice d'Ozange a dû oublier qu'au passage, l'avenant 43, pour le département de la Somme, c'est 4,5 millions d'euros. Si c'est rien, madame, c'est 4,5 millions d'argent du contribuable qui sont mobilisés aujourd'hui à côté des 70 millions que coûte aujourd'hui globalement le système de l'APA. Et à côté de ça, je note aussi que le gouvernement a porté le niveau d'APA à 22 euros, plus 3,18 euros annoncé hier par le ministre sur la qualité. Ça fait 25,18 euros quand certains étaient à 19 euros auparavant. Alors moi je veux bien qu'on dise que 19 euros de l'heure c'est la même chose que 25,18 euros, mais à ce moment-là, je vais garder les 25,18 euros et je redonnerai les 19 euros. Parce que ça, c'est tout de même des réalités, madame, qu'il ne faut pas travestir, et donc il faut rappeler qu'il y a eu des avancées tout de même qui ont été faites, et que le département sur ces sujets-là, j'allais dire, nous n'avons pas été compensés sur quoi que ce soit. J'ai entendu aussi la montée en puissance et les difficultés d'un certain nombre de services. Et vous savez, je suis le premier à le constater. Je recevais le président du tribunal judiciaire lundi avec un certain nombre de mes collaborateurs, et on constatait que sur les placements d'enfants, sur le nombre de personnes qui aujourd'hui ont recours à la justice et qui sont en grande fragilité, on a vu sur moins de 2 ans 20% d'augmentation d'enfants placés. Ce sera l'année prochaine, au budget 2023, je m'excuse parce que même mes vice-présidents ne sont pas au courant des dernières épures du budget, mais c'est sur l'enfance, sur la protection de l'enfance, 9,5 millions d'euros en plus pour faire face à cette croissance complètement exponentielle. Et ce qui va faire que le budget de l'enfance, de la protection de l'enfance, sera le deuxième budget du département, juste après celui du RSA. Parce qu'on va bordurer les 100 millions. Quand je suis devenu président du département le 2 novembre 2020, nous en étions à 70 millions. Donc c'est simplement pour constater aussi que la société, après la période du Covid, a eu aussi certainement un certain nombre de fragilités, de difficultés, et qu'il faut aussi qu'on puisse y répondre, et on essaie de le faire, très sincèrement. Vous savez, dans les quelques missions qui sont les nôtres, moi j'ai entendu ce que vous disiez, et je partage complètement les histoires des maîtresses de maison, des histoires des surveillants de nuit, etc. On a essayé de le faire, nous, par exemple, au CDEF, parce qu'on a pris en compte ces personnels-là. Mais vous savez, j'ai aussi, en interne du conseil départemental, des agents qui sont, j'allais dire, touchés par le Ségur, et d'autres, les assistantes, qui ne sont pas non plus. Donc je peux vous dire que le dialogue social chez nous aussi, mais parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les textes me contraignent et m'interdisent d'intervenir. Puisque moi, il faut que, à un moment ou à un autre, le ministre de la fonction publique nous autorise à faire. Sinon, on est hors du cadre. Donc très clairement, je partage un grand nombre de choses qui sont dites, et naturellement que je comprends que dans les associations, ça doit être extrêmement compliqué, puisque nous-mêmes, je dis sur le CDEF, parce qu'on avait la main et qu'on avait la capacité à le faire, on s'est dit c'est pas normal que les maîtresses de maison soient pas aussi dans le même esprit, et puis les surveillantes de nuit, parce que c'est vrai que tous ces personnels-là participent bien sûr à l'accueil, à la qualité de la prise en charge. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'un côté, je pense, des associations qui seraient particulièrement vertueuses, et puis des collectivités locales qui ne seraient pas attentives. Je pense que tout le monde en a aussi une part de chemin à faire. Je pense qu'il y a aussi quelquefois des situations où des associations, je ne citerai personne ici dans cette salle, mais celles qui sont concernées vont se reconnaître immédiatement,
peuvent avoir aussi 6 mois de trésorerie, 6 mois de fonctionnement en trésorerie. Et dégager l'année dernière près de 400 000 euros. À un moment ou à un autre, quand on veut répondre aussi aux urgences qui existent, on peut aussi faire en sorte d'attaquer son bas de laine. Vous savez, moi je passe mon temps à mobiliser les moyens du département pour faire en sorte qu'ils soient utiles. Je pense que dans le milieu associatif, et je pense que les présidents d'associations savent de quoi je parle, et les directeurs qui sont en responsabilité savent aussi que quelquefois, ils peuvent aussi se dire que tout ne peut pas venir peut-être de là-haut, et qu'en attendant des jours meilleurs et peut-être des crédits délégués, quand on a la capacité à le faire, il faut peut-être aussi faire en sorte d'entendre la détresse des salariés. Merci, voilà Monsieur le ce que je Président. Stéphane Descombes, est-ce que vous souhaitez dire 2 mots pour la ville, ou Margot, ou Anne Pinon avant la conclusion? On profite, on a nos élus. Stéphane, allez-y. D'abord Margot. Margot Delettré. Bonjour à toutes et à tous et merci, merci pour cette configuration. En fait, c'est, je trouve, suffisamment assez rare. En tout cas, c'est la première fois qu'on croise autant de regards, enfin que j'assiste en tout cas à ça, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis venue. Merci, merci de m'avoir invitée. Moi, je pense que, alors, j'ai la chance de représenter la ville d'Amiens à la Pradis, et donc de suivre un peu les actualités sur ces sujets. De là où je me trouve et de là où je me situe, alors je ne suis pas spécifiquement en charge de ces sujets, la question que je pose, c'est la question du modèle de société dans lequel on va évoluer. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est en jeu, c'est quel modèle de société on offre. Et vous brossez tous un portrait qui est intéressant. Enfin, vous parlez avec votre tripes, vous parlez avec votre cœur, avec votre vécu, votre expérience. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui est fait, et vraiment je salue l'action du président Stéphane Ossoulier, puisqu'on travaille ensemble, et Jean-Michel pourrait aussi en dire un mot. C'est lui après tout qui travaille sur cette question le plus, j'ai envie de dire, qui consacre le plus de temps. Mais moi, mon regard à moi, alors je suis beaucoup sollicitée, mais c'est que finalement à notre niveau on peut pas faire grand chose, malheureusement. À mon niveau, à moi. Maintenant, attention. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des élus, des partenaires, des élus notamment au niveau national, et j'en vois pas ici, et je trouve que c'est un peu dommage, mais je ne sais pas s'ils ont été invités ou s'ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais c'est aussi par eux que ça va se jouer. Et moi j'ai envie vraiment que demain on puisse bien vieillir dans notre société, qu'on puisse être une personne en situation de handicap et qu'on soit bien, qu'on n'ait pas de difficulté quand on est parent à mettre son gamin à l'école, à savoir si la veille de la rentrée on va pouvoir le laisser et le confier sereinement. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui sont faites, qu'il faut surtout jamais... il ne faut jamais sortir que le négatif, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, beaucoup de choses qui sont bien faites. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe parfois dans d'autres pays, notamment dans les pays d'Europe du Nord, on a fortement envie de s'en inspirer. Et je pense qu'on a tout intérêt aussi à aller puiser ce qui a fonctionné ailleurs. Voilà, moi en tout cas, je suis admirative vraiment de tout ce qui est fait par les uns et les autres. Et merci de votre engagement, parce que c'est un réel engagement. Merci Margot. Effectivement, des députés, des sénateurs ont été invités. Ils sont intéressés par la question, et d'ailleurs, ils vont vous rencontrer à titre en privé prochainement, parce qu'ils ne pouvaient pas être là ce matin. Stéphane Descombes, s'il vous plaît. Merci, en tout cas à vous d'être là ce matin. Merci à vous de nous avoir invités. Je vous prie d'excuser Madame la maire qui était retenue, qui avait d'autres obligations. Donc je suis adjoint à la vie associative. Et alors, première chose qui m'a vraiment étonné, c'est un chiffre que quelqu'un a donné ce matin, c'est que le monde social est méconnu à hauteur de 77%. Ça, c'est quand même un chiffre impressionnant. Et donc, à Amiens, nous avons 4000 associations. Je vais vous parler un petit peu de ma délégation en général pour après recentrer le propos, mais on a 4000 assos. Sur les 4000 assos, on en subventionne à peu près 700. Et les 4000 associations, ça représente presque 10 000 salariés. 10 000 salariés, c'est 11% des actifs du territoire. Donc c'est très important. Et sur ces 11%, il y a une très grande majorité qui travaille
dans les associations qui sont représentées ici, entre autres. Donc c'est un problème que, bien évidemment, nous prenons très au sérieux. Et quand je suis, moi, arrivé aux responsabilités, j'ai voulu justement, d'entrée, reconnaître ce secteur associatif. Nous allons là organiser des assises de la vie associative. Nous associons au monde scientifique pour pouvoir étudier aussi l'impact du monde associatif et pour pouvoir travailler de concert avec la métropole, donc sur un travail vraiment de transversalité, de reconnaissance du monde associatif. Donc voilà, on y travaille. On va y travailler tous ensemble et c'est vraiment un travail de transversalité auquel je tiens et de pouvoir travailler au plus proche avec vous. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Descombes. Anne Pinon, est-ce que vous voulez dire un dernier mot et on laisse la conclusion ensuite à Hugues Deniel pour la région de France. Alors, toujours dans mes compétences, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas d'élèves et d'étudiants pour ces futurs métiers de l'humain, ces futurs professionnels de l'humain. S'ils étaient là, est-ce qu'ils auraient encore envie de s'investir? Alors, je pense qu'évidemment, sur les 60% qui vont jusqu'au bout de leurs études, j'imagine qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'engagement et qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'ils continueraient. Mais sincèrement, je pense à eux, voilà, en tant que chargé des formations sanitaires et sociales. On voit l'urgence. Je rappelle quand même qu'évidemment, même si, comme dit Margot, il ne faut pas voir tout noir, il y a de très bonnes choses, mais en Hauts-de-France, on a quand même beaucoup d'élèves et étudiants qui sont boursiers, et j'ai le sentiment qu'on est sur une double peine, c'est-à-dire qu'ils sont précaires pendant leurs études, et ils sont encore après dans la précarité sur leur métier. D'où l'urgence, et je vous remercie encore une fois d'avoir fait ce moment d'échange, parce qu'on voit qu'il est plus qu'urgent pour en effet bien vieillir, bien accompagner ceux qui sont vulnérables et dans la précarité, d'agir et de trouver des actions et des effets leviers qui sont rapides. Voilà. Merci. Merci beaucoup Anne Pinon. Ce moment va continuer, peut-être dans un moment d'échange un peu plus particulier autour d'un café, avec les journalistes, si vous souhaitez encore poser des questions plus personnalisées directement auprès de vous tous. Et juste avant, la conclusion vous est proposée par Hugues Deniel, président de FAS Hauts-de-France. Et ensuite, on se dit à bientôt. Merci à tous. Alors, je parle au nom de la FAS en tant que président régional. Et je parle au nom d'Interréseau aussi aujourd'hui. C'est que l'Interréseau est très structuré sur ce mouvement. Et je dirais que merci pour cette matinée, parce que par la justesse de vos propos, la solidarité dont vous faites preuve, et puis des messages qui sont forts, c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin pour alimenter de manière très factuelle nos réunions avec les exécutifs. Lorsque je rencontre un exécutif, j'aime bien, s'il faut le faire, opposer à des grands concepts, des réalités de terrain, à des chiffres qui sont souvent donnés, je ne sais pas d'où ils viennent, des chiffres de terrain, on en a donné quelques-uns tout à l'heure, et c'est ça qui nous fait avancer, nous, à la FAS, c'est les réalités territoriales. Donc ça, merci, vous en êtes une incarnation très forte ce matin. Je dirais que c'est très fort aussi pour nous, pour le remonter au niveau national. Parce que quand on a nos fédérations nationales qui rencontrent les cabinets de ministres, et ça bouge tellement, et les interlocuteurs bougent tellement, il faut bien qu'il y ait un fil conducteur, et on essaie d'être ce fil conducteur. Parce que sinon, on réexplique l'histoire toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est, je dirais, pour l'espace, pour la partie de l'espace. Pour la partie de la durée, cet interréseau, il a commencé par hasard. De présidents qui se sont rencontrés un soir à Lille après une autre réunion, et qui ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'était il y a 15 mois. Et puis 15 mois, je vois le travail qui a été fait tous ensemble. On a commencé par des discussions gentilles. Après, on a fait des conférences de presse à Lille. On a commencé à faire une manifestation qui était importante. Je rappelle qu'on était 8000 dans les rues de Lille. 8000. Et donc, ça veut dire que le mouvement a commencé à bouger. On s'est dit, il va s'essouffler dans le temps. Maintenant, il ne s'est pas essoufflé parce que c'est vous qui êtes là et qui nous poussez régulièrement. Alors je dirais qu'à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que merci, parce que toutes ces réunions qu'on tient tous les 15 jours au niveau de l'interréseau, parce qu'on s'est structuré, on a mis des moyens humains, des moyens financiers, et puis à partir de là, donc, on peut mesurer les avancées, on peut opposer donc aux différents exécutifs des idées reçues, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça a du souffle grâce à vous. Hein, on est comme dans un marathon. Il y a les coups de barre qu'on a au 32e kilomètre en général.
Et donc là, on n'est pas dans le 32e kilomètre, mais il faut qu'on puisse l'anticiper si ça arrive. Alors, merci, ça fait du bien. Je vais remonter, bien sûr, tout ce que vous avez dit avec vos tripes et vos mots forts. Et puis, je vais changer mon habit, qui était plus institutionnel ce matin, pour mettre un truc plus simple pour aller manifester cet après-midi au premier rang, dans l'Interréseau. Alors, ceux qui viennent à Lille, ben, merci de nous rejoindre. J'espère qu'on sera autant, voire plus. Hein, on mise sur 8000 personnes encore. Et sachez qu'on a pris la décision, et vous l'avez en première, de ne pas être reçu par le chef de cabinet du préfet, même si on arrête devant la préfecture, parce que je fais partie de ceux qui ont été reçus et qui n'ont pas été entendus. Je ne sais même pas si l'information est remontée, et on était 8000. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire du bruit devant la préfecture et de ne pas y aller. Et on va s'adresser plutôt aux 8000 personnes pour savoir demain ce qu'on va faire, parce que c'est qu'une étape aujourd'hui à Amiens ce matin, et ce soir, cet après-midi à Lille. Il y a d'autres combats qui nous attendent. Merci. Merci à tous, c'est le temps d'un café et je vous laisse entre les mains des journalistes et de nos médias. Merci.